Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, vous voyez, je vous disais dans le dernier que je manquais d'inspiration. Et puis finalement, un sujet m'est apparu comme une évidence parce que j'y fais très souvent référence dans mes épisodes et je me suis dit qu'il était temps de lui consacrer un épisode entier pour lui tout seul parce qu'il le vaut bien. Je veux parler aujourd'hui de l'ego. Vous avez déjà remarqué comme on se sent parfois blessé par un simple mot, une remarque anodine même, ou même un silence. Vous savez ce moment où on sent une petite tension monter, et puis la petite voix qui nous dit « Non mais attends, il se prend pour qui lui ?» Ouais, voilà, vous l'avez ? Ouais, ça c'est l'ego qui entre en scène. On le pointe souvent du doigt comme le grand méchant loup de la spiritualité, on dit qu'il faut le tuer, le faire taire, le dépouiller. Mais l'ego est-il vraiment notre ennemi ? Suspense. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va explorer ensemble ce qu'est vraiment l'ego, d'où il vient, comment il agit dans nos vies, et puis surtout pourquoi le combattre ne sert à rien. Et je vais m'appuyer sur la vision lumineuse d'Eckhart Tolle, notamment dans son livre Nouvelle Terre, que je vous conseille, je vous en ai déjà parlé, mais qui explique merveilleusement bien comment l'ego nous empêche d'être présents, mais aussi comment il peut devenir un portail vers la conscience. Mais d'abord, l'ego, c'est quoi ? Le mot ego vient du latin qui veut dire moi ou je. En psychologie, Nietzsche, puis Freud, puis Jung ont développé ce concept de l'ego. Freud voyait l'ego comme une sorte de poste de contrôle entre nos pulsions inconscientes, qu'il appelait le ça, et nos exigences morales, qu'il appelait le surmoi. Jung, lui, le voyait plutôt comme le centre de la conscience. C'est ce qui nous permet de dire « je suis moi et pas quelqu'un d'autre ». Et puis il y a la vision spirituelle, plus subtile. Dans les traditions orientales, l'ego est perçu comme l'illusion de la séparation. C'est la croyance qu'on est coupé du tout, du divin et des autres. C'est ce qui crée ce fameux « moi contre le monde ». Pour le New Age, l'ego empêche l'éveil. L'ego est une fausse perception qu'un individu se fait de lui-même. Krishnamurti parle de l'ego comme une fausse personnalité constituée de souvenirs et d'expériences qui empêche de voir qui nous sommes réellement, nous embarquant ainsi dans des schémas répétitifs de souffrance. Et l'idée qui me semble la plus répandue aujourd'hui et qui me semble aussi la plus juste, c'est que l'ego est effectivement une fausse représentation du soi, une construction mentale alimentée par notre éducation, les injonctions, la société, nos blessures, etc. Et dans son fameux livre Nouvelle Terre, Eckhart Tolle résume parfaitement la nature de l'ego et il dit « L'ego est une identité mentale créée par la pensée. Il consiste en des pensées récurrentes et des schémas mentaux et émotionnels conditionnés. » Autrement dit, l'ego, c'est la voix dans notre tête qui commande tout, juge tout, veut tout contrôler et surtout qui s'identifie à tout ce qu'elle pense. Mais l'ego, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, celui qui nous permet de nous reconnaître en tant qu'individu. Sans ego, pas d'individualité, pas de personnalité, pas d'expérience humaine. C'est une structure nécessaire à l'incarnation, il est donc indispensable. L'ego n'est pas contre nous, il essaie de nous protéger. Il veut éviter la douleur, le rejet, la honte. Il est juste pas très subtil dans sa manière de le faire. Eckhart Tolle dit encore « Vous ne pouvez pas détruire l'ego, vous pouvez seulement en devenir conscient. » Et oui, c'est exactement ça. L'idée n'est pas de tuer l'ego, mais de l'éclairer, de l'observer. Parce que plus on le voit, moins il nous dirige.
Quand la conscience observe l'ego, quelque chose s'apaise. Parce qu'on comprend que ce n'est qu'un rôle, une voie, mais pas notre essence. Mais d'où il vient, cet ego? Pourquoi il existe? Eh bien, il n'est pas apparu par hasard, Il est né d'un besoin de survie psychique. Quand on est enfant, on découvre très vite que pour être aimé, il faut correspondre à certaines attentes. Celles de nos parents, de la société, bref, de tous ceux qui nous entourent et qui ont de l'importance pour nous. Alors on se construit une image, la gentille, le fort, la parfaite, le drôle, le sauveur. Et petit à petit, cette image devient un masque, une identité de substitution. Rappelez-vous l'épisode sur les 5 blessures de l'âme. L'ego, c'est ça. La carapace qu'on a fabriquée pour ne plus avoir mal. Sur le plan spirituel, on pourrait dire que l'ego est le costume de scène de l'âme. Il permet à la conscience de vivre l'expérience de la séparation, de se croire un individu pour mieux revenir ensuite à l'unité. C'est le jeu du grand théâtre de la vie. Alors justement, comment il joue cet ego dans notre quotidien? Parce qu'il est très malin, ce petit. Il adore se déguiser et il peut se manifester dans la colère, la peur, la comparaison, bref, dans plein de choses. Mais je vais essayer de prendre des exemples concrets pour que ça puisse vous parler plus facilement. Commençons par l'endroit où les relations sociales peuvent parfois être compliquées, vous l'aurez deviné, et oui, au travail. Allez, imaginez, votre collègue est félicité pour un projet commun. Là, bingo, vous ressentez le petit pincement et peut-être même la petite pointe de jalousie. Et là, l'ego, il parle fort dans la tête. Ah bah super, et moi alors? Et en même temps, vous faites bonne figure en souriant pour ne rien montrer. Il va peut-être même dire « En plus, j'en ai fait plus que lui et c'est autre chose que ce qu'il a fait. Non, vraiment, c'est dégueulasse. » Jalousie, comparaison, insatisfaction, colère, rentrée. L'ego réagit à une blessure dans son histoire, peut-être à une blessure d'injustice due à une non-reconnaissance, héritée de l'enfant qui voulait être vu ou qu'on n'a pas assez félicité. Autre exemple, votre chef vous fait une remarque, mais une remarque constructive. Et paf, vous vous braquez. L'ego protège ici l'image du professionnel irréprochable, en lien peut-être avec la blessure de l'humiliation ou celle du rejet. Allez, passons au couple maintenant. Ouais, parce que là aussi, il vient souvent nous titiller. Allez, imaginez, votre conjoint vous dit « T'as encore oublié de ranger le lave-vaisselle ce matin ?» Et bam, ça pique. Vous sentez une tension monter, le cœur qui bat un peu plus vite et le mental qui s'emballe et qui vous dit « Comment ça encore ? Il me parle comme si j'avais 10 ans. » Vous vous sentez blessé, injustement accusé et vous répondez sur un ton sec, voire agressif, accompagné peut-être par des mots d'oiseau et vous lui dites en gros comment ça encore, tu pouvais le faire toi aussi, Voilà, le ton monte, chacun campe sur sa position et c'est l'engueulade. En fait, l'ego vient d'interpréter cette phrase comme une attaque contre l'image d'une personne responsable, fiable, d'une personne parfaite. Et si cette image est importante pour vous, c'est peut-être parce que, enfant, on vous a souvent reproché d'oublier, de ne pas être suffisamment attentif ou organisé, ou que vos parents attendaient de vous que vous soyez parfaite. L'ego a donc développé un réflexe, se défendre dès qu'il sent qu'on remet en cause sa valeur. Alors il réagit, il parle fort, il veut avoir raison, il veut prouver qu'il est irréprochable. Mais en réalité, évidemment, vous l'avez compris, il défend pas le lave-vaisselle, il défend l'enfant blessé qui a peur d'avoir encore mal fait. Avec les amis aussi, l'ego intervient souvent. J'ai déjà pris cet exemple dans un autre épisode, mais il est assez parlant, je trouve. Vous avez 4 amies et vous avez l'habitude de vous voir toutes les 4. Et un jour, 2 d'entre elles se voient sans vous. Aïe, là aussi ça pique, Alors, premier réflexe de l'ego, super, merci les filles. Je vois que je compte pas finalement. L'ego interprète la situation à travers son besoin d'appartenance et d'amour. Et il vient titiller la blessure du rejet. Autre exemple, et ça peut se jouer aussi en couple ou au travail ou même avec ses parents, vous racontez une histoire et quelqu'un vous coupe pour raconter la sienne, qui ressemble à la vôtre mais en plus impressionnant.
Oh, que ça agace ça, hein. Agacé et humilié un peu, non? Et oui, là, l'ego, il voulait être celui qui captive. Il voulait être reconnu comme intéressant ou inspirant. Ce besoin de briller qui vient souvent d'un manque de valorisation dans l'enfance. Et puis l'ego, il agit aussi dans plein de situations anodines, comme par exemple on est fier d'avoir aidé quelqu'un, mais en réalité c'est juste l'ego qui aime se sentir utile. Et enfin, les formes subtiles de l'ego, on les trouve dans la spiritualité. L'ego spirituel, c'est le plus rusé, parce qu'il se nourrit de lumière pour mieux briller. C'est celui qui veut être absolument quelqu'un de spirituel, ou c'est celui qui dit « moi j'ai transcendé tout ça, je vibre plus haut que les autres, je n'ai plus d'ego ». Que tu crois mon ami, que tu crois. Eckhart Tolle le décrit d'ailleurs super bien, il dit « l'ego adore s'identifier à quelque chose ». Il se dit « maintenant je suis une personne spirituelle » et il se sent supérieur. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais tous ceux qui pensent détenir la vérité, tous les condescendants, qui se prétendent élus, tous ceux qui pensent que les non-éveillés sont des moldus, oui, c'est vraiment une phrase que j'ai entendue. Bref, tous ceux-là sont en plein dans l'ego spirituel. Et certains peuvent y rester très, très longtemps, voire même n'en sortent jamais. C'est l'ego le plus perfide parce qu'il se déguise en sagesse. La vérité, c'est que plus on se croit au-dessus, plus on s'éloigne du cœur. La conscience véritable, elle, est humble, simple, silencieuse. Bon, je vous ai donné pas mal d'exemples et je pense que vous avez compris un peu le concept. Mais là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi l'intérêt d'identifier mon ego ? Alors écoutez bien, parce que vous allez voir à quel point c'est bénéfique et sur plein de plans différents. Quand on ne reconnaît pas l'ego, on réagit au lieu d'agir. On subit nos émotions. On justifie nos comportements par des « c'est plus fort que moi » ou « de toute façon je suis comme ça, j'y peux rien ». Alors reconnaître son ego, c'est pas devenir un moine zen du jour au lendemain, hein. Non. C'est juste sortir du pilotage automatique. C'est mettre de la lumière sur sa conscience. Quand on sait que c'est l'ego qui parle, on peut choisir. Est-ce que je réagis depuis la peur ou depuis la paix ? Depuis ma blessure ou depuis ma présence ? C'est se dire « Ah, tiens, c'est mon besoin de reconnaissance qui parle, pas mon être profond. » Exemple concret, je reçois une critique au travail. Si je ne reconnais pas l'ego, je me vexe, je m'enflamme ou je rumine en silence, persuadé que l'autre m'en veut. Si je le reconnais, je sens la petite piqûre, mais j'observe la blessure du rejet qui s'active. Et si je reconnais pas vraiment la blessure, c'est pas grave, j'observe quand même en me disant « il y a quelque chose là derrière ». Je respire pour calmer mon mental et je peux répondre calmement. Dans le premier cas, je me défends. Dans le deuxième, j'apprends sur moi. Reconnaître son ego, c'est déjouer les vieux schémas de souffrance. Et oui, je parlais à l'instant d'une blessure. Ben oui, l'ego est très, très souvent la voix de nos blessures d'enfance. Et vous les connaissez, hein. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Quand on ne l'identifie pas, on reproduit inconsciemment les mêmes boucles. Je ne suis pas assez. Je dois tout contrôler. Je dois me battre pour être aimé. Exemple concret, mon conjoint a oublié quelque chose d'important que je lui avais demandé. Sans conscience, je m'énerve et je lui balance « Mais c'est pas possible, tu t'en fiches de moi, tu penses qu'à toi en fait ». Avec conscience, je sens une tristesse monter, comme si j'étais pas une priorité. Je reconnais ma blessure d'abandon ou d'injustice. Je prends conscience que c'est mon enfant intérieur qui se sent oublié. Dans le premier cas, je me projette sur l'autre. Dans le deuxième, je me reconnecte à moi-même. Reconnaître son ego, c'est améliorer nos relations. Et oui, parce que quand on voit notre ego, on voit aussi celui des autres et sans jugement. On comprend que chacun réagit depuis sa blessure et pas forcément contre nous. Résultat, plus de compassion et moins de conflits. Exemple concret, mon père critique mon choix de vie. Sans conscience,
Je m'énerve et je me sens incompris. Avec conscience, je vois son propre ego inquiet, son besoin de contrôle, sa peur de me voir échouer. Dans un cas, je réponds par la guerre, dans l'autre, par la compréhension. Alors, petit point important, et je le dis très souvent, comprendre ne veut pas dire tout accepter ou subir sans rien dire. Ça veut dire que je comprends ce qui se joue chez mon père, que sa réaction n'est pas contre moi. Ce qui ne m'empêche pas de le remettre à sa place, gentiment, en lui disant simplement « Je comprends tes peurs, mais c'est ma vie et je la mène comme je l'entends ». Reconnaître son ego, c'est retrouver la paix intérieure. L'ego adore avoir raison, contrôler, briller, séduire, justifier, s'inquiéter. Il se nourrit du bruit mental en permanence. Mais quand on apprend à le repérer, on cesse de lui donner toute la scène. On fait de la place au silence, à la présence, à son être profond. Exemple concret, et là on va plonger dans la vie intérieure, je médite et j'ai du mal, j'ai plein de pensées qui passent. Et du coup je me dis, t'y arriveras pas, t'y arriveras jamais, de toute façon t'es nul pour méditer. Sans conscience, je crois cette voix, je culpabilise. Avec conscience, je souris. Ah tiens, voilà l'ego qui veut performer même dans le silence. Dans un cas, je me juge, dans l'autre, je m'observe. Et puis enfin, reconnaître son ego, c'est se reconnecter à son essence. C'est comme écarter les nuages pour retrouver le ciel bleu derrière, et le ciel bleu, c'est notre être véritable. À force d'observation, on réalise que nous ne sommes pas nos réactions, ni nos blessures, ni nos pensées. On redevient le témoin, celui qui choisit, pas celui qui subit. Par exemple, au travail ou dans un projet, peu importe, je sens la peur de ne pas être à la hauteur. Sans conscience, je me surcharge, je veux prouver ma valeur. Avec conscience, je reconnais la blessure qui donne ce sentiment d'infériorité et je m'autorise à être humain, pas parfait. Dans un cas, j'agis par peur, dans l'autre, par alignement. En gros, identifier son ego, c'est passer de la réactivité à la conscience, de la survie à la présence, de la peur à la liberté. Et là, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui peut se passer si on ne reconnaît pas son ego ? Là aussi, il peut se passer plein de choses parce que ignorer son ego, c'est pas juste une question spirituelle. Ça finit toujours par se payer sur le corps, la santé mentale, les relations et même l'énergie vitale. Pourquoi ? Parce qu'on vit en tension permanente. L'ego vit dans la peur. Peur de ne pas être aimé, peur de perdre, de manquer, de ne pas contrôler. Il est en mode survie 24 heures sur 24, même quand rien ne menace vraiment. Résultat, le corps reçoit sans arrêt des signaux de danger imaginaire. Le système nerveux sympathique, celui du stress, reste activé. Le cortisone et l'adrénaline tournent en boucle. Le sommeil devient moins réparateur, la digestion ralentit, le système immunitaire s'épuise. Et on finit, souvent sans comprendre pourquoi, avec des troubles inflammatoires, digestifs, hormonaux ou de la fatigue chronique. Parce qu'on ne combat pas la vie extérieure, mais notre propre reflet intérieur. Sur le plan émotionnel et mental, là aussi, il pèse lourd. Il entretient le bavardage mental. Comparaison, jugement, projection, besoin de reconnaissance, rumination, peur du regard des autres. Ne pas le reconnaître, c'est vivre dans sa tête plutôt que dans la réalité. C'est s'identifier à tout ce qu'il raconte. Chaque remarque devient personnelle. Chaque désaccord devient une attaque. Chaque silence devient une menace. Conséquence, on est anxieux, irritable, émotif, fatigué, avec un sentiment d'insécurité constant et petit à petit, on s'épuise à défendre une image au lieu de vivre simplement. Bon, sur le plan relationnel, c'est pas mieux, vous vous en doutez. On cherche à avoir raison, à dominer, à séduire ou à être reconnu. Donc disputes, manipulation subtile, non-dit, conflits répétitifs, isolement, répétition de schémas toxiques. C'est un jeu de pouvoir, pas de lien. Et tout ça,
C'est simplement l'ego qui crie « Regarde-moi, aime-moi, dis-moi que j'existe ». Mais plus il crie, plus il éloigne les autres. Et puis enfin, sur le plan énergétique et spirituel, l'ego, il agit comme une armure vibratoire. Il bloque la circulation de l'énergie subtile, il ferme les chakras, surtout le cœur et le plexus solaire. Le plexus devient le siège des émotions coincées, colère, honte, culpabilité. Et le cœur, lui, il se ferme pour se protéger. L'intuition devient confuse, car l'ego fait trop de bruit pour entendre la voix de l'âme. Et à long terme, ça crée un désalignement profond. Je sens que je ne suis plus à ma place, que je m'épuise dans une vie qui ne me nourrit plus. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'arrivent les accidents de vie comme burn-out, séparation, maladie, perte, et tout ça force la reconnexion. L'ego n'est pas mauvais. Il est juste programmé pour protéger nos blessures, maintenir une identité cohérente et éviter la souffrance. Mais tant qu'il pilote notre vie sans qu'on le voie, il nous éloigne de la paix. L'observer, c'est déjà l'aimer un peu parce qu'on comprend qu'il ne fait que défendre un enfant qui un jour a eu peur d'être oublié. Et comment vivre avec lui en conscience ? En l'observant justement, sans le juger, en identifiant nos réactions de défense, en ramenant la présence dans le corps par la respiration, le silence, l'observation. Et puis c'est aussi cultiver l'humour et l'humilité, et quand on le voit venir et que la petite voix nous dit « je mérite mieux » ou « on m'a manqué de respect » ou « je vais prouver que j'ai raison ». Au lieu de m'y accrocher, je respire, j'observe et je me questionne. Qui parle ? Mon cœur ou mon ego ? Je souris et je me dis simplement « Ah oui, tiens, ça c'est mon ego qui se la raconte encore ». Et là, comme par magie, le système nerveux s'apaise, l'énergie remonte et le cœur s'ouvre. La vie circule à nouveau, le corps retrouve de la cohérence, la fréquence s'élève et on devient léger. Tout change en fait. Non pas parce que l'ego disparaît, il disparaît jamais, mais parce qu'il redevient un outil et pas un maître. Eckhart Tolle résume parfaitement ça quand il écrit « Plus vous vous identifiez à votre mental, plus vous souffrez. Le moment où vous observez la voix dans votre tête, c'est le début de la liberté. » Et oui, voilà, c'est ça, tout simplement. Observer l'ego, ce n'est pas le supprimer ou le transcender de force, puisqu'il fait partie de l'expérience humaine, mais c'est cesser d'être lui. Et là, la paix peut s'installer. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura éclairé un peu à travers tous ces exemples concrets. Je vous invite vraiment à lire Eckhart Tolle. D'abord Le pouvoir du moment présent et puis ensuite Nouvelle Terre qui est un peu plus costaud, je trouve. Mais pour moi, les deux, de toute façon, sont des outils hyper puissants, indispensables même. C'est vraiment là que j'ai réalisé à quel point l'ego peut pourrir la vie. D'ailleurs, souvent, quand je lisais certains passages, je posais le bouquin et je me disais « Ah ouais, quand même !» Bref, ça a été vraiment une réelle prise de conscience. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.